le monde occidental croit qu'il est encore capable d'influencer, voire de gouverner, de régenter le monde tout court, alors que ça fait quand même depuis 2001 que les BRICS ont été créés. Au début c'était un logo, vous savez, d'un analyste de Goldman Sachs, d'origine, enfin, américain indien, qui avait pris des lettres, il avait dit, voilà, on pourrait les mettre ensemble. C'est devenu une vraie organisation qui est montée en puissance à partir de 2012-2014. Et aujourd'hui, ce n'est pas une alliance contraignante, pas du tout, parce qu'il y a des gens très différents, mais c'est un écosystème, une plateforme, un forum qui désoccidentalise le monde. Donc, pour vous répondre, le monde post-occidental, ce n'est pas que l'anti-Occident. Ce serait une erreur de croire que les BRICS, c'est l'anti-Occident, c'est l'anti-OTAN. Pas du tout, puisque dans les BRICS, il y a des amis de l'OTAN, d'Israël, de l'Amérique, comme l'Inde, et même les Émirats, qui ont été le dernier héros nouveau arrivé des BRICS. Et il y a des pays très anti-occidentaux. En fait, il y a 3 groupes dans le monde. Il y a le groupe occidental, mais qui est très, très divisé en interne et entre l'Europe et l'Amérique. Il y a le groupe anti-occidental qui, lui, résiste à ce premier groupe parce qu'il est anti-hégémonique. Et il y a un 3e groupe qui est le groupe des multipolaristes ou multi-alignés, les multi-alignés opportunistes, certains les appellent ainsi. Et là, on est dans quelque chose qui n'est ni blanc ni noir. On est quand même dans quelque chose qu'un occidental n'arrive pas à comprendre. Ce monde actuel qui est en train de se créer, il est en train de mettre en place des institutions, des organisations parallèles aux organisations qui ont été créées par l'Occident. Ce n'est pas un monde anti-occidental, le monde post-occidental, il inclut le 2e groupe anti-occidental et le groupe le plus large, ceux qui veulent tout simplement des nouvelles parts du gâteau, ils veulent une redistribution des cartes, ils veulent être considérés parfois tout en étant très alliés de l'Amérique ou de l'Israël ou de l'Europe comme les Indiens de Narendra Modi. Modi, il n'est pas du tout anti-occidental, mais il ne veut pas qu'on fasse de l'ingérence sur son territoire et il veut pouvoir mettre en place une Inde identitaire qu'on appelle l'Hindutva, l'idéologie de son parti, le BJP. On pourrait parler aussi de Lee Kuan Yew, qui était un précurseur de tout ça. Il disait les normes des valeurs asiatiques, reprises d'ailleurs aussi par Mahathir en Malaisie. Les valeurs asiatiques, c'est des valeurs qui ne sont pas individualistes ni matérialistes. C'est des valeurs qui valorisent le groupe, la collectivité, la nation, les ancêtres, la famille, la tradition. Donc on a plusieurs civilisations qui ne veulent pas suivre la dérive, parce que ce n'était pas toujours comme ça. L'Occident fut une civilisation traditionnelle, mais l'Occident libéral, qu'on définit souvent par l'OIL, ordre international, un ordre international libéral, cet OIL est devenu de plus en plus déstructurant, individualiste, matérialiste, court-termiste, antitraditionnel. L'Occident, aujourd'hui, est vu un peu comme un poison par de nombreuses sociétés qui veulent bien avoir des liens avec l'Occident, mais qui pensent que s'ils seront occidentalisés, en plus du rejet de la domination, ils risquent d'être contaminés par des valeurs qui vont déstabiliser les fondements de leur civilisation et de leur nation. Et aussi, une des explications des guerres mondialisées, ce sont les alliances contraignantes. Les alliances contraignantes sont très dangereuses. C'est pour ça que l'intelligence du monde multipolaire, c'est de ne pas faire d'alliances contraignantes. À part la Russie et la Corée du Nord, la Russie n'a pas d'alliance contraignante avec l'Iran, ni l'Iran avec la Chine, ni la Chine avec l'Iran ou la Russie. Donc ces acteurs ont une intelligence et une expérience historique. Ils savent que on peut s'entraider, mais il n'y a pas d'alliance automatique où tout le monde est en guerre contre tout le monde. C'est extrêmement belligène et surtout, c'est ce que De Gaulle craignait, les alliances collectives contraignantes militaires vous obligent à faire une guerre qui n'est pas forcément la vôtre. Parce que la guerre que la Russie aurait avec l'Ukraine, pour un Chinois, ce n'est pas sa guerre. Et il est logique que la Chine soit relativement solidaire de la Russie, mais pas trop. Elle ne veut pas entrer en guerre pour la Russie. Ce n'est pas sa guerre. C'est une guerre entre Ukrainiens et Russes, dont se passerait largement la Chine, qui d'ailleurs est très présente en Ukraine. C'est un exemple. De même que la guerre entre Israël et l'Iran, ce n'est pas la guerre de la Chine. La Chine n'a aucun problème avec Israël. Aucun, à part peut-être l'armement de l'Inde par Israël, mais il n'y a pas que Israël qui arme l'Inde. Et donc, on voit bien, et la Russie, elle n'a pas forcément envie de mourir pour ses alliés. C'est pas quand M. Bachar el-Assad jouait le jeu, la Russie a aidé Bachar el-Assad. Quand il a arrêté de céder lui-même et qu'il n'a pas écouté les conseils de la Russie qui lui disaient de s'entendre avec Erdogan sur la question du Nord et des Kurdes, eh bien, la Russie a dit, bon, ben, moi, je ne vais pas t'aider je ne vais pas t'aider au-delà de mes intérêts. Là, si toi, tu n'es pas aidable et que tu ne veux pas trouver un accord avec la Turquie
qui a donné deux possibilités, on s'entend ou on ne s'entend pas, je ne vais pas t'aider alors que toi-même tu m'entraînes dans quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc le génie de cette alliance multipolaire, qui n'est pas une alliance contraignante, c'est qu'elle est souple. Et nous, bien sûr, les dindons de la farce, nous sommes les seuls au monde à être dans une alliance contraignante, parce que les Américains ne le sont plus, en disant que l'article 5 n'impliquait pas grand-chose, et pareil pour l'Asie. Trump a dit, en gros, si vous ne jouez pas le jeu, si ce n'est pas mon intérêt, on n'ira pas forcément vous aider si vous êtes dans une guerre qui ne me regarde pas. En fait, le seul acteur qui continue à penser que la guerre de l'un, c'est la guerre de tous les autres, ce sont les dindons de la farce européens qui seraient prêts à risquer une guerre totale avec la Russie pour les Baltes. Pour les Baltes qui persécutent stupidement leur minorité russe. Je ne le dis pas en tant que pro-russe, que ça soit bien compris. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lèche les bottes d'aucun pays étranger, je suis patriote français, mais d'un point de vue balte, c'est tout à fait compréhensible. Ils sont dans la revanche éternelle, comme les Polonais. C'est leur droit, hein, mais après, il faut assumer les conséquences. C'est leur droit à eux. Mais moi, en tant que Français, pays qui n'avait aucun problème avec la Russie, ai-je envie d'être dans une alliance qui me mettrait en... C'est pas de la lâcheté, c'est pas du munichois. C'est que si les Baltes sont dans une revanche permanente et quelque chose de pathologiquement anti-russe, même s'ils ont des raisons légitimes, ils ont été, soi-disant, persécutés par les Russes, moi je dirais que l'histoire est plus complexe. L'élite du Politburo, c'était des Ukrainiens et des Baltes. Et je connais beaucoup de gens, y compris des Russes blancs, des Russes soviétiques comme des Russes blancs, qui sont d'origine balte. Une grande partie des Russes étaient d'origine balte. Donc les Baltes ne sont pas totalement innocents dans pareil pour les Ukrainiens. Quand ils nous disent il faut se venger des Russes, ils veulent nous entraîner dans leur vengeance envers les Russes parce que les Russes les ont persécutés. Non, c'est les Soviets qui les ont persécutés. Mais on oublie une chose extrêmement importante. Les premières victimes immédiates du soviétisme, ce furent les Russes. Les nationalistes russes, les Slaves russes, les orthodoxes russes, l'Église orthodoxe russe. Mais ça, on oublie que ça a été les premières victimes. Lénine, par exemple, dont parle souvent M. Poutine, qu'on accuse injustement d'être un soviète, il est beaucoup plus proche à la limite des tsaristes que des soviets. Les soviets étaient russophobes. Lénine était russophobe. Staline était géorgien. Et Staline était géorgien, mais c'était le plus nationaliste des trois. Mais les deux autres étaient totalement haineux envers la Russie. Et donc, si on était dans une logique... comment dirais-je, qui servent nos intérêts, on aurait élargi l'Europe uniquement à des pays avec la condition qu'ils ne nous entraînent pas dans leur russophobie. Style, vous avez le droit d'en vouloir aux Russes, c'est tout à fait normal. Un Polonais, ça fait déjà 600 ans ou même 1000 ans qu'ils se battent avec les Russes. On peut très bien respecter que ces gens, on appelle ça des représentations en géopolitique, mais qui ne nous entraînent pas dans leur guerre, car elle n'est pas la nôtre. Et voilà, donc l'Occident aujourd'hui est dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Et je l'avais dit il y a 30 ans, et je ne suis pas le seul. Paul-Marie Couteau l'avait écrit dans L'Europe vers la guerre, 1997, la même année que mon premier livre. Le général Gallois, qui m'avait préfacé, le grand stratège, vous savez, de la force de frappe nucléaire française, le disait dans la préface à mon livre en 97, et moi je le disais dès Guerre contre l'Europe en 99. En gros, depuis 30 ans, et on n'est pas des génies, hein, on était juste... Vous savez, c'est comme le proverbe chinois, je suis sous un arbre, je reçois une pomme sur la tête, je suis probablement sous un pommier. C'est aussi bête que ça. Parfois en géopolitique, il y a des choses complexes, on ne peut faire que des scénarios, mais parfois il y a des choses qui sont évidentes. Et il faut avoir les yeux bouchés pour ne pas le voir. Donc l'extension structurelle de l'Europe, de l'Union européenne, des institutions occidentales et de l'institution de défense qu'est l'OTAN vers l'Est, structurellement, nous emmenait vers une guerre avec la Russie. Est-ce que vous pensez que dans cette après-guerre, l'Europe puisse reconnaître un jour des préoccupations sécuritaires de la Russie? Malheureusement, non. Et je ne le dis pas, encore une fois, je sais qu'il ne faut pas se justifier, hein, qui se justifie s'accuse, mais je ne le dis pas du tout par pro-russisme, absolument pas. Mais c'est très très grave, c'est regrettable et c'est dangereux, mais je pense que l'Europe n'est absolument pas prête à reconnaître les préoccupations de sécurité russe. Heureusement, peut-être que Trump ou encore plus un J.D. Vance pourrait, et heureusement, c'est les patrons de l'Occident, mais l'Europe n'est pas prête pour une raison qui est irrationnelle, que j'exprime dans le dernier chapitre de mon livre. Aujourd'hui, la menace russe, même si elle n'existait pas, il faudrait la créer, car elle est ce qui permet à l'Europe, avec les virus, de les réduire les libertés et de préparer un climat d'hyper-contrôle de la société
remilitariser la société et aller vers un saut fédéral. La seule chose qui permet à l'Europe de détruire les nations, ce qui reste de la souveraineté, dont les peuples veulent encore leur souveraineté. Mais la seule chose qui permet à l'Europe d'écraser les peuples, de les faire taire, de faire des nouvelles lois qui réduisent la liberté d'expression comme le DASU, et tout ce qu'ils ont fait au niveau européen ces derniers temps, hein, le Digital Act, là, vous savez, sur le contrôle des propos sur Internet, etc. On le voit bien, la menace russe est fondamentale pour un saut fédéral, pour que l'Europe impose aux nations avec des libertés d'expression réduites. Donc je répète, il y a les virus qui permettent de réduire la liberté de mouvement et d'expression et la menace russe. Et donc pour des raisons existentielles, la machine mondialiste qui passe par l'Europe, parce qu'on oublie souvent que l'européisme est un mondialisme. Il y a plusieurs formes de mondialisme, mais l'européisme, c'est le mondialisme à l'échelle du continent européen qui a pour but un jour d'aller jusqu'à la Russie. Donc existentiellement, le mondialisme européiste, donc le fédéralisme européen, a pour vocation un jour à détruire l'empêcheur de tourner en rond antimondialiste qu'est la Russie. La Russie, en gros, c'est le dernier peuple blanc, mais qui a la plus grande surface territoriale, qui empêche l'Eurasie d'être totalement dominée par les puissances anglo-saxonnes et par l'idéologie mondialiste occidentale. Donc la Russie ne sera jamais reconnue comme un acteur qui a des préoccupations de sécurité légitimes. Et donc tout cela va faire en sorte que mon scénario, malheureusement le plus probable, je ne dis pas qu'il va se réaliser, j'espère que non, mais c'est pour ça que en tout cas je l'ai mis, une paix en 2026, précaire. L'Europe se prépare, elle se réarme. Regardez l'Allemagne qui se réarme de manière massive. C'est 1000 milliards sur la table, 500 sur plusieurs années, plus 600 au niveau industriel, structurel. Donc le plan de réarmement de l'Allemagne, c'est à peu près 1100 milliards. C'est autant que le budget américain, sauf que c'est sur plusieurs années. Mais à l'échelle d'un seul pays européen, c'est énorme, avec une collaboration avec les Polonais et les Baltes, et bien sûr, et les Américains derrière, parce que les Américains sont malins. Eux, ils vont s'entendre avec les Russes pendant qu'ils vont nous déléguer la guerre avec les Russes. Le plan américain, c'est nous déléguer une guerre larvée avec les Russes pour épuiser, c'est ce qu'on appelle la stratégie du bloodletting, épuiser le russe avec de l'ukrainien, demain avec du balte ou du polonais, les derniers qui sont tellement anti-russes qu'ils sont prêts à se battre. Les Européens de l'Ouest n'iront pas se battre. Ils enverront des Slaves ou des Baltes se battre, ou des Roumains. Baltes et Roumains, c'est pas slave, mais c'est des pays. Ils enverront ces pays ex-soviétiques russophobes se battre. Et donc, je pense que la paix sera précaire. Au bout de 4, 5, 6 ans, j'ai interrogé dans mon livre Olivier Krohn, qui est un grand militaire français, qui a été dans les forces spéciales et qui est un grand analyste, en plus officier analyste. Aujourd'hui, je crois qu'il était à l'IHEDN. Et dans mon livre, il me disait lui-même, s'il y a une paix avec les Russes fondée sur un partage de territoire et l'absorption d'un territoire au détriment de la souveraineté ukrainienne, l'Europe ne laissera pas passer. Elle fera tout pour qu'à un moment, l'Ukraine récupère ses territoires quand il y aura un après-Poutine. Et donc, ça répétera. Cette situation est quand même extrêmement inquiétante parce que rien ne montre que les Européens ont compris que l'origine de la guerre, en dehors des mauvaises raisons, il y a des mauvaises raisons, mais il y a aussi des raisons compréhensibles. Il n'y a pas que du bien ou du mal en géopolitique. Il y a des mauvaises raisons qui peuvent être, par exemple, l'impérialisme, la volonté de puissance, le pouvoir personnel, mais il y a aussi des bonnes raisons. La preuve, comme Gorbatchev, qui n'était pas du tout poutinien, dans le dernier film qu'il a produit pour sa fondation Green Cross, que j'ai beaucoup apprécié, j'encourage nos auditeurs à voir ce film. Gorbatchev disait « Il n'y a rien de plus dangereux que l'extension de l'OTAN et des bases américaines ou de dispositifs occidentaux vers l'Est, car ça va déclencher en Russie ce que disait Kissinger, ce que disait Mearsheimer et ce que disait George Kennan, le concepteur du containment sous la guerre froide. » Donc vous voyez, c'est tous des gens qui ne sont pas susceptibles d'être accusés d'être pro-poutiniens. Gorbatchev et les plus grands stratèges américains ont dit « ça va déclencher en Russie un processus interne de radicalisation politique en réaction à un sentiment d'encerclement. » Alors on va me répondre, un Polonais va me répondre, mais on s'en fout si les Russes ont des problèmes psychologiques, de sentiment d'encerclement. Oui, mais on appelle ça des représentations en géopolitique. Il faut toujours prendre au sérieux des représentations, qu'on les trouve légitimes ou pas. Vous voyez, je transcende le débat, oui, ça c'est pro-russe, c'est pas anti-russe. Même un anti-russe
peut se dire, s'il fait de la géopolitique, comme Yves Lacoste, hein, qui nous a le maître de la géopolitique française, les représentations, il ne s'agit pas de les trouver vraies ou justes. Elles sont là. C'est comme quand il pleut. Quand une représentation est là, même la plus folle, même celle qu'on trouve stupide. Par exemple, on me dit souvent, les pays de l'Est ont le droit de choisir leurs alliances. Oui, ça c'est une représentation légitime. Mais est-ce que c'est faisable ? Alors oui, on va me dire c'est faisable. La preuve, beaucoup de pays de l'Est, ex-Union soviétique, ont adhéré à l'OTAN. Sauf que ceux qui étaient la ligne rouge, la Géorgie et l'Ukraine, on n'a pas écouté la ligne rouge quand Poutine disait dans les années 2000, 2006, 2007, jusqu'au discours de Munich, certains pays, nous ne digérerons pas leur otanisation. Nous ne la laisserons même pas faire. Nous l'avons permis pour la Pologne, à regret, mais on l'a digéré. Nous ne laisserons pas faire pour l'Ukraine. Mais il suffisait d'écouter, non pas un chantage, mais il suffisait d'avoir de la modération. Ce qu'on appelle le dilemme de sécurité dans l'école réaliste américaine, c'est qu'à un moment, je dois savoir donner des messages à mon ennemi, comme quoi mon système d'armes, mes mouvements, ne sont pas destinés à le mettre en danger. C'est pour me protéger, mais on appelle ça le dilemme de sécurité parce que je dois m'armer pour ne pas être envahi, mais je dois donner des signes que mon surarmement n'est pas tourné pour agresser l'autre dans ses considérations légitimes de sécurité. Et ça demande de la modération, de la balance of power, comme disait Kissinger.